Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'On va plus loin. Au programme ce soir, notre grand débat autour de ce bac 2019 qui vire au cauchemar. Après les fuites et les coquilles dans les sujets, les grèves des notes et les refus de délibérer des profs, un nouveau cap est franchi dans le bras de fer qui oppose les enseignants à leurs ministres. Personne ne cède et ce sont les élèves qui trinquent. Les profs grévistes sont-ils allés trop loin? Jean-Michel Blanquer a-t-il perdu la main sur son administration? Hashtag OVPL pour réagir sur Twitter. Notre match des idées, il opposera ce soir Dominique de Montvalon à Alexis Poulain. Nous reviendrons sur le tout sauf Griveaux qui se met en place en vue des municipales à Paris. Mounir Majoubi se retire de la course à l'investiture pour soutenir Cédric Villani. La Macronie tangue à une semaine des auditions des candidats. Pourquoi cette hostilité à l'égard de l'ancien porte-parole du gouvernement? Analyse et débat dans 10 minutes. Et puis on va aussi s'intéresser ce soir au féminicide. Une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint. Un chiffre qui ne baisse pas depuis plusieurs années en France. Un échec dramatique pour notre société, nous dit Nicole Belloubet. Oui, mais que propose-t-elle? On va en parler ce soir avec notre invitée Céline Pic, porte-parole d'Oser le féminisme. D'abord le point avec Alizé Boissin. Elle s'appelle Maïté, Gaëlle ou encore Leïla, tuée hier par son compagnon à Saint-Denis. Une liste qui ne cesse de s'allonger. Au total, 71 femmes ont été tuées par leurs compagnons depuis le début de l'année. Pour stopper ces meurtres qu'on appelle féminicides, la garde des Sceaux veut généraliser l'utilisation de bracelets électroniques pour maintenir à distance les ex-conjoints violents. Je vais tout de suite passer à la généralisation, parce que pour que ce dispositif soit efficace, nous devons absolument modifier un tout petit peu la loi, parce qu'actuellement nous ne pouvons l'appliquer qu'à un certain nombre de personnes, celles qui ont été condamnées, et c'est trop restreint. Nous devons modifier la loi, et donc puisque je modifie la loi, eh bien, je vais généraliser immédiatement. La ministre de la Justice propose également de développer les ordonnances de protection. Enfin, elle promet une aide juridictionnelle pour 2020. Mais pour les associations, l'urgence est au budget. Aujourd'hui, 79 millions d'euros seraient alloués aux violences conjugales. Une somme trop faible pour cette sénatrice, à l'origine d'une tribune signée par des sénateurs sur le sujet. Et c'est la grande cause du quinquennat. Moi, je demande où sont les moyens pour la grande cause du quinquennat. Le budget consacré aux violences faites aux femmes, c'est 0,006% du budget total de l'État. Sans moyens, nous n'y arriverons pas. Les associations ne peuvent pas remplir toutes les missions de service public, c'est évident. Autre cri d'alerte, la diffusion cet après-midi dans le journal Le Monde d'une tribune rédigée 7 fois par un collectif de féministes. Elles interpellent le président à prendre des mesures immédiates pour lutter contre les féminicides. En attendant des réponses de l'exécutif, un rassemblement se tiendra samedi à Paris. Et on va aller plus loin sur ce sujet avec notre invitée ce soir, Céline Pic. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, vous êtes porte-parole d'Oser le féminisme. Je vous ferai réagir aux propositions de Nicole Belloubet dans un instant. D'abord, ce nombre de féminicides qui ne baisse pas en France. Qu'est-ce qui se passe? Pas assez de moyens, gouvernement pas à la hauteur. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je pense que c'est pire que ce qui ne baisse pas, qui augmente, on était sur 130 femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint en 2018. Là, à la moitié de l'année, on est déjà à 71 femmes tuées par leur conjoint et leur ex-conjoint. Et ce qui est dramatique, c'est qu'on sait que ces meurtres auraient pu être évités. Évités si, effectivement, l'arsenal policier et judiciaire était effectivement en place et il y a effectivement des défaillances graves dans la prise de plainte, comme dans les instructions qui sont faites. Parce que ces femmes avaient déposé plainte, elles Alors, avaient tenu prenons un exemple extrêmement concret. Hier, la 71e, une femme de 20 ans, enceinte de 3 mois, débarque au commissariat près de chez elle et dit qu'elle est en danger, que son conjoint la frappe, qu'elle veut porter plainte et qu'elle est en danger de mort et qu'elle se sent en insécurité. Que fait la police à ce moment-là? Une main courante et il la renvoie chez elle. Quelques heures plus tard, son conjoint l'assassine. C'est ce qu'on appelle de la non-assistance à personne en danger de la part de l'État. C'est extrêmement grave. Nous demandons effectivement une vraie volonté politique, avec une vraie volonté impulsée par le ministère de l'Intérieur comme le ministère de la Justice, ou par exemple dans l'arsenal de mesures que nous revendiquons, et il y en a plein d'autres, et on les connaît ces mesures, simplement elles coûtent de l'argent. Il y aurait par exemple le refus absolu de prendre des mains courantes, mais de prendre des plaintes systématiques dans le cas de femmes victimes de violences. Et on voit bien aussi qu'il faut protéger ces femmes, même si l'agresseur ou le conjoint ou ex-conjoint n'est pas encore condamné. Parce que les procédures sont longues et dans ce laps de temps, on sait bien que par exemple au moment de la séparation, ce sont des moments extrêmement critiques pour ces femmes-là. Et on n'est pas du tout au temps de la condamnation et même de la plainte. Des fois, elles sont en difficulté pour porter plainte parce qu'elles sont menacées par leur conjoint. C'est difficile de porter plainte quand votre conjoint vous menace de mort si vous portez plainte et vous devez
l'État doit mettre en œuvre les moyens nécessaires pour stopper ces agresseurs et protéger ces victimes avant même la condamnation et même s'il y a, par exemple, retrait de plainte, ce qui arrive assez souvent quand ces femmes sont terrorisées par leur conjoint ou ex-conjoint. On l'a vu, Nicole Belloubet a décidé de se charger de ce dossier. La ministre de la Justice admet des défaillances. Elle annonce une enquête. Je la cite, c'est très important que nous ayons un retour d'expérience sur ce qui a été fait tant par les enquêteurs que par la magistrature. Elle s'empare du sujet, elle annonce du changement, elle pointe des défaillances dans la justice, mais aussi dans la police. Est-ce que déjà, vous saluez, vous avez de l'espoir ? On salue toutes les mesures qui sont prises, mais les mesures qui sont annoncées sont assez timides. Et puis, en fait, j'ai envie de dire... La grande cause du quinquennat a été lancée par Emmanuel Macron dès son élection en juin 2017, c'est-à-dire il y a 2 ans. Et il y a 2 ans, qu'est-ce qu'on demandait déjà ? Des moyens. En fait, on sait bien que cette bataille contre les violences masculines, contre les violences conjugales, on ne la gagnera pas sans moyens. Et ça a été rappelé dans votre sujet de façon extrêmement juste, 0,007% du budget. Et aujourd'hui, on a une grande cause nationale sans budget dédié. Et on a donc 79 millions, selon le Haut Comité à l'égalité, qui a publié un rapport « Où est l'argent ?», consacré à la lutte contre les violences. Et à titre de comparaison, j'aimerais citer par exemple l'Espagne, où là, en Espagne, on a des résultats probants, où en l'espace de 10 ans, le nombre de féminicides... Parce qu'ils ont mis en place le bracelet électronique notamment, et c'est ce qu'annonce Nicole Belloubet, elle veut le généraliser. Ils ont mis en place toute une série de mesures dont il faudrait s'inspirer. Ouais. La première d'entre elles, c'est un fonds dédié, un budget. Un budget, on ne parle pas de 79 millions d'euros, on parle d'1 milliard d'euros sur 5 ans. Donc ça, c'est un vrai budget dédié uniquement à cette grande cause de lutte contre les violences machistes. Ça commence par l'argent. Pour ce qui est du bracelet électronique, ils ont mis en place également aussi la formation systématique et obligatoire de magistrats et policiers. Ça, c'est aussi extrêmement important puisqu'on voit que les accueils dans les commissariats sont aujourd'hui extrêmement défaillants parce qu'il y a encore ce sexisme qui imprègne la société qui ne s'arrête pas à la porte des commissariats et on a aujourd'hui des récits de femmes victimes qui racontent que refus de plainte ou bien des questions mais c'est une dispute, c'est d'ordre privé, elles ne sont pas prises au sérieux, elles sont renvoyées chez elles, elles ne sont pas protégées. Le cas de cette jeune femme de 20 ans qui a été assassinée est typique. Elle vient en disant qu'elle est en danger de mort, on lui propose une main courante. C'est inadmissible. Et ça, parce qu'en fait, on a toujours banalisé, on est dans une société sexiste où on banalise cette violence, où on la renvoie à une dispute qui aurait mal tourné. Donc budget, formation, bracelet électronique. Et ensuite, déployé de façon massive. Et ça, c'est, je pense, une annonce qui a été faite par Nicole Belloubet, la ministre de la Justice, sur le fait qu'il faut un déploiement supplémentaire et ne pas se restreindre aux femmes qui ont obtenu condamnation de leur conjoint ou de leur ex-conjoint, ça c'est essentiel, puisqu'il y a difficulté à porter plainte, mais à partir du moment où des violences sont avérées, constatées médicalement, où il y a une plainte qui est déposée, ou au moins une détection des travailleurs sociaux par exemple, en tout cas, il faut développer de façon beaucoup plus massive ordonnance de protection, téléphone grand danger ou bracelet électronique, donc tout ce qui pourrait aller dans le sens d'une protection des victimes. Et que peut faire le citoyen, pardonnez-moi, les proches, les amis, l'entourage? Est-ce qu'il y a une vigilance particulière à avoir, une attitude, un numéro de téléphone? Alors, il y a des numéros, il y a des lignes qui existent aujourd'hui. La plus connue d'entre elles, c'est le 3919, bien entendu. Et puis d'autres, comme la ligne du CFCV, qui traite de toutes les violences sexistes et sexuelles, 0800 05 95 95. Qu'est-ce qu'on conseille aux gens qui constatent éventuellement des disputes? C'est difficile de se mêler de la vie d'un couple. Alors, on voit aussi que cette impunité, puisqu'on peut parler d'impunité, il y a moins de 1% des agresseurs qui sont condamnés, il y a très peu de plaintes, obéit toujours à la même stratégie qu'on appelle, ce qui a été très bien décrit par les associations de terrain et d'aide aux victimes, qu'on appelle la stratégie de l'agresseur. Et dans cette stratégie de l'agresseur, il y a toujours un isolement de la victime. Donc souvent, la victime, avant qu'on passe à la violence physique, et c'est pour ça qu'elles sont piégées par cet agresseur, c'est que souvent, d'abord, il y a une partie séduction, le couple s'installe, et puis ensuite, il y a dévalorisation, violence verbale et isolement. Donc isolement, ça veut dire, on va vous couper de votre famille, on va vous couper de vos amis, en disant que vos amis... Tes amis m'aiment pas, je suis jalouse de ta copine. Finalement, il n'y a personne pour aider, quoi. Et donc, s'organise l'isolement. Et ça peut être aussi un moyen de détecter aussi la souffrance, c'est que les femmes sont isolées, et une fois qu'elles sont isolées, elles ont des difficultés à parler puisqu'elles sont coupées de leur entourage. Donc, quelqu'un qui se coupe brutalement de sa famille, ça peut être un signe qui doit alerter. Et puis, je pense qu'il faut nécessairement aussi travailler sur la détection de ces violences par les travailleurs sociaux, par les écoles. Et là aussi, on a besoin de formation parce qu'on a aujourd'hui beaucoup de prises en charge très psychologisantes, je dirais, et une méconnaissance de ces mécanismes de mise en place des violences masculines au sein du couple. Et je rappelle ce rassemblement, ce samedi, place de la République à 16h45. Il y a différentes initiatives qui ont été prises. Une tribune lancée ici au Sénat et une tribune effectivement dans le monde avec un appel à Emmanuel Macron
Macron à prendre 5 mesures immédiates. Merci infiniment, Céline Picq. Je voudrais juste remercier le collectif des familles et des proches des victimes qui sont à l'origine de ce rassemblement, qui font vraiment un travail formidable et qui partagent justement ces expériences qu'elles ont eues. Vraiment, je voulais les remercier de ce rassemblement et on sera nombreuses place de la République. À Paris, samedi 16h45. Merci Céline Picq d'avoir été avec nous, porte-parole d'Oser le féminisme. OVPL continue avec le match des idées. Il va opposer Dominique de Montvalon à Alexis Poulain. On va revenir sur les investitures qui se compliquent chez LREM en vue des municipales à Paris. Un front anti-Griveaux s'organise. Mounir Majoubi se retire au profit de Cédric Villani. Pourquoi ce tout sauf Griveaux? On va en parler avec nos invités après les explications de Sandra Cerquera. Dans la course à la mairie de Paris, Cédric Villani entend bien démontrer que c'est lui, le principal rival du favori Benjamin Griveaux. Peu après l'annonce du retrait de l'ancien ministre Mounir Majoubi en sa faveur, le mathématicien a enregistré le soutien du député écologiste Mathieu Orphelin. Une dynamique sur laquelle Cédric Villani entend bien capitaliser pour rassembler le plus largement possible. Un projet qui sera loyal à La République En Marche, au cœur des valeurs de La République En Marche, et qui rassemblera depuis l'écologie sociale jusqu'à la droite progressiste. Un projet où se rallieront, où se soutiendront, où se reconnaîtront des gens aussi variés que ceux qu'on a cités, allant de Gaspard Ganser à Pierre-Yves Bournazel, avec les forces vives aussi de La République En Marche. En ralliant le plus grand nombre de candidats potentiels à sa cause, Cédric Villani, même s'il s'en défend, crée ce qui ressemble à un front anti-Griveaux. Une bien mauvaise nouvelle pour l'ancien porte-parole du gouvernement en pré-campagne depuis déjà 2 ans. C'est désormais à la commission d'investiture de trancher, en principe le 10 juillet prochain, mais le choix vu les tensions pourrait être retardé. En attendant, Mounir Majoubi et Cédric Villani se rendront en tandem au grand oral des candidats et participeront ce soir à un meeting commun à Paris pour marquer le coup. Avec nous pour ce match des idées, Dominique de Montvalon, bonsoir, éditorialiste politique, bienvenue. Alexis Poulain, bienvenue également, analyste politique et fondateur du site lemondemoderne.media. Ce Benjamin Griveaux génère beaucoup d'hostilité, y compris au sein de son propre camp. Dominique de Montvalon, comment vous voyez cela? Quel est votre regard sur ce tout sauf Griveaux qui semble s'installer? Beaucoup de jalousie aussi, hein. Bon, c'est pas rien, de l'histoire de la Ve République l'a amplement montré, c'est pas rien que devenir, c'est pas fait, loin s'en faut, mais que d'être ou d'aspirer à être le maire de Paris. C'est une place forte, c'est un lieu de pouvoir extraordinaire, et ça peut être aussi un tremplin, la démonstration a été faite. Alors aujourd'hui, il y a Benjamin Griveaux qui forcément ne va pas se voir dérouler un tapis rouge sous ses pas, qui a été un personnage comme ministre à la fois fort et clivant. Il n'a donc pas que des amis. Et donc déjà la situation est quand même singulière parce qu'il y a une sorte de cartel des anti-Griveaux. Ouais. Et je pense qu'il serait intéressant pour les coalisés qui veulent que ce soit l'un d'entre eux qui soit désigné, non pas Griveaux, comme tête de liste En Marche. Parce qu'il fait l'objet de pas mal de critiques, ce Benjamin Griveaux. Ouais. On se souvient des confidentiels de Pauline de Saint-Rémy, éditorialiste politique sur RTL. Ouais. Elle avait glané des commentaires d'un ministre. On vient me parler de lui, de son arrogance. Dans toutes mes cérémonies de vœux, c'est la victime expiatoire du système. Quoi qu'il dise, il a quelque chose physiquement qui énerve. Ah ben, on n'a dit pas le physique, mais oui, il est assez clivant, ça c'est sûr, dans sa personnalité. Et c'est vrai qu'il a eu quelques paroles, mais comme beaucoup d'autres en Macronie, assez hautaines, assez méprisantes, ou qui peuvent être prises comme telles. Dominique de Montvalon parle plutôt de jalousie, oui, et d'autres parlent mais ça va avec. C'est-à-dire il a fait partie de la phase arrogante du macronisme. Voilà. On est dans une autre séquence actuellement. Mais je vous dis simplement que les anti-Griveaux sont aussi un peu jaloux de ce qui pourrait éventuellement lui tomber entre les bras. Il y a autre chose, c'est aussi le fait du prince, encore une fois, c'est-à-dire que Benjamin Griveaux, c'est le candidat officiel d'Emmanuel Macron, même si ce n'est pas dit comme ça. Alors il y a une commission d'investiture, mais je crois qu'il y a aussi un courant chez En Marche d'élus qui commencent à se dire pourquoi on ne deviendrait pas un vrai parti, pourquoi on ne commencerait pas à faire de la politique pour de vrai, pourquoi on accepterait que ce soit une coquille vide qui sert uniquement de véhicule de pouvoir à Emmanuel Macron. Et c'est d'autant plus intéressant aujourd'hui parce que les municipales, c'est des
des élections locales, c'est aussi des enjeux de coalition, d'intérêt, il faut connaître le territoire, donc ça ne peut pas se décider à Paris dans un seul bureau à l'Élysée. Donc il va falloir aussi un peu ouvrir le parti, et je pense que cette façon de faire, Paris bien sûr est une ville emblématique, mais si on accepte à Paris, alors ce sera pareil un peu partout, et on voit bien aussi les tensions avec le MoDem à l'approche de ces et on en a parlé il y a quelques Voilà. jours. Ce duo formé par Cédric Villani et Mounir Mahjoubi, Dominique de Montvalon, qu'est-ce qu'il faut en penser? Le député ex-LREM Mathieu Orphelin nous dit « C'est un beau binôme, très complémentaire, cela peut être la base d'un rassemblement plus large ». Qu'est-ce qu'il faut en penser? Du bien? Mounir Mahjoubi, Cédric Non, mais Villani. du bien, ce sont des personnalités qui ont commencé à marquer, à imprimer, comme on dit. Mais je suis, en vous écoutant, frappé des éloges de Mathieu Orphelin, parce que si je ne fais pas erreur, Mathieu Orphelin a quitté En Marche par la gauche. Hein, et c'est son droit le plus strict, il y avait une cohérence dans sa démarche. Et ce qui se passe, ce n'est pas forcément un handicap, mais ça compte aussi dans le paysage, c'est qu'on a aujourd'hui, en général, et pas seulement à Paris, beaucoup de marcheurs qui sont saisis par la griserie. Ça vaut pour tout le monde, pas spécialement pour eux. Mais on a aussi une rébellion de l'aile gauche potentielle des marcheurs qui se dit jusqu'ici on n'a parlé que de la droite, de ceux qui venaient de la droite, on a le Premier Rébellion ministre, ou réveil, etc. en tout cas. Oui, Réveil. rébellion, oui, bon, vous avez raison. Un sursaut. Un sursaut de l'aile gauche. Et ils disent d'ailleurs, avec un grand bon sens, bon, on se pliera à la décision du président, même si ce n'est pas celle que l'on appelle de nos voeux. Petite agitation à gauche, Alexis Poulain, quand même. Petite agitation, bien sûr, mais sur ce duo, on pourrait dire, mais qu'est-ce qu'ils font en politique? C'est un beau gâchis, parce que vous avez un mathématicien de génie et un entrepreneur audacieux. Avec ça, on aurait le prochain Google français. S'ils se mettaient d'accord, une start-up, ils font de la politique. Bon, pourquoi pas. Mais je pense que c'est plus intelligent de faire de la politique de cette façon-là, c'est-à-dire déjà de créer une équipe, d'être un binôme, de commencer à montrer que les égos ne sont pas là. Ce qui compte, c'est le programme, le projet. Parce qu'en face, vous aurez Benjamin Griveaux qui va, lui, être plutôt ancien monde, qui va être sur sa personne, un projet qui sera le même, forcément. Mais je ne vois pas comment. Ils vont bien entendu se mettre d'accord avant les municipales, mais là, Et alors attendez, il y a peut-être quelque chose qui va venir rebattre les cartes, puisque c'est une info de dernière minute dont je vous fais part, que vous ne connaissez pas, sur le Figaro.fr, une tribune qui est publiée ce soir de la part d'Antoine Ruffnac, ancien maire du Havre, et il nous dit « Édouard Philippe est le maire dont Paris a besoin ». Édouard Philippe. Alors là, c'est même plus du tout sauf Griveaux. Je suis assis. Non. Donc je ne peux pas tomber à la renverse. Mais non, mais alors attendez. C'est pas un rigolo, Antoine Ruffnac. Hein. C'est un personnage. Hein. C'est le prédécesseur à la mairie du Havre, mais c'est bien autre chose que ça, le prédécesseur du Premier ministre à la mairie du Havre. C'est un homme sérieux et c'est pas un homme de coups. Donc voilà, je sais pas encore ce que j'en pense. Mais par exemple, ça a du sens, ça ne sort pas de nulle part, ça ne sort pas du chapeau. C'est pas une tocade de troisième ordre des habitués de la tocade. Non, évidemment, la première question qu'on se pose, jusqu'à quel point roule-t-il avec son aval pour l'actuel Premier ministre, dont le nom a souvent été cité, ou bien pense-t-il seulement, ce serait déjà beaucoup, que c'est l'homme de la situation. De toute façon, Antoine Ruffnac, c'est aujourd'hui un homme complètement indépendant. Son âge, mais en même temps son expérience, fait que c'est une voix. Non, mais je suis frappé. Je suis frappé de ce que vous dites. C'est une info qui vous parle, mais qui vous laisse dubitatif, Alexis Poulain. Oui, c'est pas la première fois, mais porté comme ça, est-ce qu'il y a effectivement une hypothèse en train de se former, ou même un camp, ou même un plan, Édouard Philippe? Jusqu'à présent, c'était juste un nom comme ça pour Paris. Ce serait une parade à cette guéguerre interne qui est en train de se jouer, ce serait une sortie par le haut, en disant, bon, maintenant tout le monde s'arrête, la commission d'investiture est obligée de prendre, bien sûr, le plus senior, le plus visible, le plus connu. On siffle la fin de la récré, la fin de la récré, et on exfiltre tout le monde au sein d'une majorité
majorité à Paris, quoi. Voilà. En tout cas, la République En Marche a le vent en poupe à Paris. Tous les derniers scrutins ont été favorables à la majorité présidentielle. Je vous redonne quelques scores. Près de 33% des voix lors des européennes. En tête aussi avec plus de 35% des suffrages au premier tour des législatives en 2017. Et en tête encore avec près de 35% des voix au premier tour de la présidentielle. Alors, la République En Marche a-t-elle une chance pour les municipales à Paris? Écoutez, là aussi, c'est intéressant ce qu'en pense le sénateur LR Pierre Charon qui était au micro de Tam Tranui cet après-midi. La République En Marche, elle a peut-être une chance maintenant s'il n'y a pas d'ordre dans leur rang. Parce que quand c'est disséminé, évidemment, ça favorise une politique qui est détestée par tout le monde. Matin, midi et soir, tout le monde se plaint de la politique de Mme Hidalgo. Donc à la fin, ça va finir par payer. On va finir par s'entendre, à mon avis, pour changer de maire. Mais je ne peux pas m'occuper du casting de la République En Marche, vous le comprenez bien. On va finir par s'entendre pour changer de maire. Pierre Charon, bon, ce ne sera pas son premier ni son dernier coup. Mais oui, on va finir par s'entendre. On voit bien que de toute façon, aujourd'hui, il y a une crise interne chez LR, grave, où une partie va évidemment partir chez En Marche, sans le dire aujourd'hui, et puis une autre qui se pose la question du Rassemblement national. Est-ce que c'est possible maintenant? Est-ce qu'on peut le faire? Et puis la partie qui veut garder le fort en disant non, la maison est ici, et puis il faut rester. Donc, il y a un coup à jouer. Évidemment, il y a Quand il dit on va finir par s'entendre, pardonnez-moi, mais ça fait presque. Va-t-il y avoir une alliance entre LR et LREM pour se débarrasser d'Anne Hidalgo? Là, c'est plus du tout sauf Griveaux, c'est du tout sauf Anne Hidalgo. Oui, c'est assez ça. De toute façon, l'intérêt des deux est de se débarrasser d'Hidalgo et de construire une coalition de droite, puisque voilà, En Marche est assez à l'aise, c'est un centre-droit. Et on en revient à Édouard Philippe. Et on en revient à Édouard Philippe, qui serait pour le coup une hypothèse encore plus confortée dans ce cas-là, puisqu'il vient de ces rangs-là et qui n'est pas En Marche, il me semble, toujours. Donc, non, et c'est en train de se préciser sous nos yeux. C'est troublant ce qui se passe. À chaque question, vous nous amenez à un personnage ou une déclaration frappante. Je n'apprends rien à personne ici et en général. Pierre Charon, l'ancien sarkozyste, et toujours sarkozyste de cœur, est un homme qui connaît très bien la carte électorale. Il est aussi, par ailleurs, capable d'être un peu ficelle. Hein. Oui, donc on a je parlais de coups. Oui. Donc quand on l'entend parler comme ça, ce sont des mots, il ne veut pas aller plus loin, il ne veut pas être plus précis, mais ce n'est pas des mots, là aussi, jetés au hasard. Bon, de toute façon, pour que Anne Hidalgo soit éventuellement, c'est pas fait, il se passera beaucoup de choses d'ici là, éventuellement battue, elle n'est pas hyper populaire, mais elle est en place, il faut que les En Marche arrêtent de se quereller entre eux, parce que sinon, on a connu ça avec la droite avant, c'est pas la peine de parler de la suite. Mais il faut que, ouvertement ou officieusement ou discrètement, mais que ça se traduise concrètement dans des visages, autour de Benjamin Griveaux ou d'un autre, il y ait un paysage, une coalition qui soit proposée aux électeurs qui aille clairement de la droite LR à d'anciens socialistes, en passant par de purs macronistes, que ça doit aussi exister, le pur macroniste. Il faut chercher quand même. Municipal toujours, et je suis sûre que vous allez sourire, je voudrais qu'on revienne sur ce séminaire La République En Marche qui fait polémique. Nos confrères du Parisien ont sobrement appelé cela le très baroque séminaire de LREM. Alors je vous résume un peu les faits. Tous les futurs candidats étaient conviés à un jeu de rôle samedi dernier pour une formation express à la campagne qui les attend. Problème, quelques noms inventés mais fortement inspirés de vrais responsables politiques ont fait beaucoup parler. Je vous en donne quelques-uns. Jeanne Fachot, candidate RN à la tête du groupe Trifouillis Bleu Marine. Jean Brutus, un candidat jupéiste, un traître prêt à quitter LR pour rejoindre LREM ou Agir. Marielle Orange, candidate Modem, présentée comme peu à l'aise dans son rôle de parlementaire. Au passage, les sénateurs n'ont pas été épargnés par ces noms parodiques. Michel Demimol pour un sénateur LR fictif, Yvette Pacoul pour une sénatrice centriste et Jean-Luc Coléric pour un sénateur communiste. Le patron d'En Marche, Stanislas Guérini, a quand même présenté ses excuses au Modem, parlant de maladresse sans fondement. Maladresse, c'est aussi le mot qu'a employé Marc Fesneau ce matin sur Europe 1. Écoutez.
Celui qui a commis ce genre de jeu de rôle aussi simpliste, y compris dans la terminologie qui est employée, aurait mieux fait de réfléchir avant de le faire. Mais je crois que nous partageons avec Stanislas Guérini l'idée que tout geste, tout sentiment qu'il y aurait une forme de dénigrement, y compris au travers d'un jeu de rôle, est un mauvais geste. Et je pense que les uns et les autres, on est conscients de ça. Moi, je serai toujours de ceux qui, et je l'ai fait longtemps comme responsable de formation politique, et je reste en responsabilité aussi de ça, même si je suis par ailleurs ministre, faire en sorte que les attitudes, parce que dans la politique, les attitudes, ça compte, et ce soit des attitudes qui soient ouvertes et des attitudes respectueuses. Alexis Poulain. Les attitudes, ça compte. Attitude ouverte et respectueuse. On peut en parler pour beaucoup de ministres. Je ne vais pas parler de Christophe Castaner avec son bilan catastrophique de blessés lors de la crise des Gilets jaunes. On peut parler de Jean-Michel Blanquer qui est en train de faire une bronca avec tous les professeurs. Donc pour vous, c'est non parodique, finalement, ça va dans la... Mais c'est pas grave. La vie politique, elle est violente. Elle l'a toujours été. C'est de l'humour. Il ne faut pas non plus tomber dans la bienveillance. Si la bienveillance, c'est que des mots, mais que la réalité d'une violence crasse et qu'on a rarement vue, ça ne sert à rien. Moi, ça me rassure, en fait, de voir une trace d'humanité plutôt chez des politiques qui ne perdent pas le sens de l'humour. Alors oui, c'est potache, mais on n'est pas dans le mur des cons qu'on a vu, c'est pas des vraies personnes. Si on commence à interdire ce genre de construction intellectuelle pour rigoler, où est-ce qu'on va? Donc vous, ça ne vous a pas choqué, cette attitude? Non. Au contraire, ça m'a rassuré, vraiment. sur La République En Marche. Oui. Je reconnais... dans les propos d'Alexis, l'intellectuel et l'homme de théâtre qui aime le paradoxe et la provoque. Les mots. Mais pourquoi pas, d'ailleurs, je pourrais le suivre jusqu'à un certain point. Je veux dire simplement, de mon point de vue, c'est assez remarquablement puéril. Bon. Oui, alors c'est pas fin. Non, je ne dis pas que vous avez dit autre chose, mais c'est assez remarquablement puéril. On aurait, tant qu'à trouver des noms là pour... Bon, il aurait pu avoir fait preuve d'un peu plus d'imagination et de subtilité. Alors aujourd'hui, tout le monde a l'épiderme qui frémit à moindre adjectif inapproprié. Mais bon, c'est pas. Je pense que les En Marche feraient mieux d'apprendre la vie et la vie politique et d'aller ferrailler au bon sens du terme. C'est ça la vie politique, plutôt que s'amuser à des séminaires. Oui, justement, au-delà des noms, la question de la hein. formation express comme ça en séminaire. C'est catastrophique. Voilà, on a affaire à des gens. Alors c'était la promesse du Nouveau Monde de dire ce n'est pas du personnel politique, ils ne connaissent pas la politique. Mais si c'est ça la formation express pour après aller faire les marchés, oui, c'est pour les petits jeunes. Mais quand bien même, c'est pas forcément très constructif. Enfin, c'est pas très intelligent. Voilà, c'est potache, mais c'est pas intelligent parce que derrière. Au lieu de s'amuser à ça, la politique, c'est d'abord la vie des idées. Il y a des grands enjeux, vous êtes d'accord? Et puis des grands enjeux, évidemment. Pas guignol. La politique politicienne, on leur apprend... pas, bon, tant mieux, remarquez, ça veut dire qu'ils ne sont pas très équipés. Mais Dominique de Montvalon, pour conclure sur cette méthode. Je crois pour conclure, je reste troublé par ce que vous nous avez dit tout à l'heure de la déclaration d'Antoine Ruffnac, l'ancien maire du Havre. C'est cette info de la soirée qui vous frappe. Attendez, je la répète, Édouard Philippe est le maire dont Paris a besoin. Autrement plus intéressant et suscitant plus des points d'interrogation que ce petit jeu un peu gamin. Merci en tout cas, merci à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. On va plus loin, continue avec notre grand débat. #OVPL, si vous avez envie de réagir sur Twitter. On va s'arrêter sur ce bac 2019 qui entrera probablement dans les annales comme étant le bac de tous les couacs. Les coquilles dans les sujets, les fuites qui débouchent sur des poursuites judiciaires et surtout, vous l'avez dit, ce bras de fer qui n'en finit pas. Entre Jean-Michel Blanquer et les enseignants grévistes, ils ne sont pas nombreux, mais cela suffit à bousculer les délibérations, la remise des résultats prévus demain. Et en attendant, ce sont les lycéens qui trinquent. Le ministre a-t-il encore le contrôle de son administration? On va se poser la question avec nos invités. D'abord les faits avec Samien Dechir. Le bras de fer jusqu'au bout. À la veille des résultats du bac, 86 000 copies manquent à l'appel, sur un total de 4 millions, d'après le dernier décompte du gouvernement. Le collectif Blocon-Blanquer avance de son côté le chiffre de 137 000. Pour forcer le ministre à ouvrir le dialogue sur la réforme du lycée, environ 2000 correcteurs ont refusé de rentrer les notes ou de remettre leurs copies dans les temps. Jean-Michel Blanquer les a menacés de sanctions jusqu'à 15 jours de retenue sur salaire. Une mesure qui aurait d'après lui poussé beaucoup de grévistes à remettre leurs copies.
qu'au moment où je vous parle, ce sont des milliers de copies qui sont en train de rentrer suite aux déclarations que j'ai pu faire hier. Et donc, je peux garantir plus que jamais que demain, vendredi, tous les élèves de France concernés auront leur note de baccalauréat. Mais tous les grévistes n'ont pas cédé. Pour ne pas retarder les résultats, Jean-Michel Blanquer a donc imaginé une parade. Chaque copie manquante sera remplacée par la note de contrôle continu. Un résultat provisoire. Une fois toutes les copies rendues, c'est la meilleure des deux notes qui comptera. Un procédé peu apprécié par les professeurs. Au-delà des grévistes, certains membres des jurys ont refusé de se prononcer sur la base du contrôle continu. Ils ont été remplacés au pied levé par d'autres professeurs convoqués par le gouvernement, décidés à user de tous les moyens pour publier demain les résultats du baccalauréat. Et avec nous pour le grand débat d'On va plus loin, Martin Lévrier, bonsoir, sénateur La République En Marche des Yvelines, Paul Vannier, bonsoir, orateur national et porte-parole éducation de la France Insoumise ainsi que enseignant, Hubert Salin, bonsoir, vous êtes porte-parole de la PEP, Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public, et Sophie Vénétité, bonsoir et bienvenue à vous également, professeur de sciences économiques et sociales dans l'Essonne, membre du syndicat SNES-FSU, c'est le syndicat national des enseignants de second degré qui soutient cette grève des profs au bac. Merci à tous les quatre d'être ici. J'en profite pour vous donner les toutes dernières informations concernant cette affaire, puisque Jean-Michel Blanquer a donné une conférence de presse ce soir. Voilà ce qu'il a déclaré. La grande majorité des élèves aura demain des notes définitives. 700 correcteurs sont en grève sur 175 000. Le mouvement est marginal, nous dit le ministre de l'Éducation. Et il nous parle de 30 000 copies non rendues ce soir. Voilà pour les tout derniers chiffres. Hubert Salin, contre qui êtes-vous le plus en colère ce soir? Contre ces profs qui ont décidé de faire de la rétention de copies? Contre le ministre Blanquer, qu'on dit peut-être un peu entêté avec cette réforme et qui n'ouvre pas le dialogue? Contre qui êtes-vous en colère? Alors d'abord, je voudrais dire que face au risque pour des dizaines de milliers d'élèves de ne pas avoir leurs résultats du baccalauréat demain matin, vendredi matin, la PEP rappelle son engagement en faveur de la réforme du lycée. Nous soutenons la réforme du lycée. Et nous vous êtes en colère contre les profs, vous? Oui. Ces profs grévistes? Oui, on est en colère parce que demain matin, il y a des élèves qui vont se retrouver devant la grille, qui vont aller voir les résultats. Certains élèves auront leurs résultats, d'autres élèves n'auront pas leurs résultats. Pour ces élèves, c'est important. Il y a des situations de stress. Voilà, il y a des élèves qui vont pouvoir dès lundi s'inscrire dans l'université, dans leurs écoles. Il y a d'autres élèves qui vont pouvoir se préparer pour le repêchage. Ils auront 2 jours. Et d'autres élèves ne sauront pas. Voilà, ils ne sauront pas si dans 1 jour, 5 jours, 10 jours, ils auront effectivement leur note. Alors, c'est pour ça que nous approuvons la décision du ministre de prendre en compte le contrôle continu afin que chaque élève ait les résultats demain matin. Sophie Vénétité, qu'est-ce que vous répondez quand beaucoup le disent, et monsieur n'est pas le seul à le dire, que finalement les élèves sont pris en otage de cette affaire? Alors déjà, on commence par récuser cette expression de pris en otage qui est quand même assez déplacée quand on connaît la réalité d'une prise d'otage. Ensuite, que les élèves soient aujourd'hui dans une situation difficile, on le comprend, d'autant plus que nous, au quotidien, on travaille avec les élèves. On a tous préparé le bac avec nos élèves. Aujourd'hui, si on est dans cette situation, c'est parce qu'on a été poussé à bout par l'absence de réponse du ministre qui, tout au long de l'année, ça fait des mois qu'on se mobilise sous des formes diverses. Il n'a jamais répondu, ou alors il a répondu par le mépris, la provocation, le mensonge, et il n'a jamais, ne serait-ce qu'ouvert la porte. Donc aujourd'hui, les enseignants qui sont encore en grève aujourd'hui, ils ont un message très clair. On ne le fait pas de gaieté de cœur. On le fait parce qu'on a été poussé à ce type d'action, parce que Jean-Michel Blanquer ne nous écoute pas. Il est aujourd'hui le seul et unique responsable de la situation. Il ne tient qu'à lui que la situation change. Martin Lévrier, qu'est-ce que vous répondez? Manque d'écoute, de dialogue, manque de discussion? Comment vous dire qu'aujourd'hui 1% des professeurs nous expliquent qu'ils ont la vérité et que du haut de leur 1%, ils nous annoncent que ce n'est pas une prise d'otage, que ces élèves, ça n'est pas grave du tout pour eux, que ce qui compte, c'est leur vérité à eux. 1%. 1% du personnel enseignant bloque un système national au nom de leur vérité. Je vous rappelle qu'il y a eu un rapport qui a été fait, qu'il y a eu des études, des auditions, que le président Macron a annoncé cette réforme avant même son élection, ça faisait partie de son programme. Il y a eu des élections. Donc il y a une légitimité que nous avons, qu'a le Parlement, qu'a les ministres, qu'a le gouvernement, que non pas 1% des enseignants qui estiment avoir la vérité et qui ont essayé de manifester tout au long de l'année, mais qui n'ont jamais... Je vous laisserai répondre, Sophie Vénétité, mais peut-être Paul Vannier d'abord. Vous êtes parlementaire, monsieur, vous évoquez le rôle du Parlement. Il n'en a eu aucun
pour ces contre-réformes du lycée et du bac. Elles sont passées par décret, il faut le dire. Oui. Elles n'ont jamais été soumises de ce point de vue au débat démocratique, avec des oppositions qui auraient pu s'exprimer. Et c'est peut-être d'ailleurs l'une des raisons qui explique que le seul débouché de ce mouvement eût été la grève, les manifestations, la grève des surveillances du bac. C'est-à-dire que les messages d'alerte ont été extrêmement nombreux, extrêmement précis. Et aujourd'hui, certains enseignants qui sont à la rétention du bac. Il faut dire aussi que cette contre-réforme, elle a été présentée dans des instances consultatives de l'éducation nationale. Je pense au Conseil supérieur de l'éducation. Elle a été rejetée par des organisations syndicales, par des organisations lycéennes, par des organisations de parents d'élèves aussi, puisque M. Delapep soutient la réforme, mais ça n'est pas l'unanimité de la position des parents d'élèves. Non, mais ce n'est pas l'unanimité qui est contre. 700 correcteurs sur 175 000, je le répète. 700 correcteurs. Je crois que ce serait une erreur d'analyse que de s'arrêter sur le nombre de ceux qui, alors que le ministre est dans une entreprise d'intimidation tout à fait spectaculaire, qu'il est d'ailleurs très souvent, je crois, il faudra que les juristes se prononcent s'il va au bout de ces menaces. Il est parfois en dehors du cadre du droit. C'est tout à fait remarquable de voir que sur un combat d'intérêt général pour défendre finalement le caractère républicain du système public d'éducation, eh bien des enseignants aujourd'hui se mobilisent, ils perdent de l'argent. Ils se mobilisent pour leurs élèves, ils les ont préparés à cette échéance et ils veulent que les générations futures soient accueillies dans de bonnes conditions dans le service public d'éducation. Je rappelle juste qu'a dit Jean-Michel Blanquer chez nos confrères de France 3, si d'aventure une note manque, nous mettons la note de la moyenne dans la discipline concernée, ce sera une note provisoire, quand ensuite on aura la note définitive, on pourra prendre la meilleure des deux notes de façon à ce que l'élève ne soit pas lésé. Sophie Vénédité, vous pensez que c'est du bricolage, du système D C'est du bricolage, c'est une annonce qui a été faite dans la précipitation pour tenter à tout prix d'annoncer les résultats du baccalauréat demain. On l'a vu aujourd'hui tout au long de la journée. Nous, on a eu des messages de nos collègues qui sont en jury. Il y a quand même un responsable de centre qui a dit aux collègues, écoutez, moi, ma priorité, c'est de publier les résultats demain à 10h, avec ou sans professeur, avec ou sans résultat d'examen. Quelle crédibilité peut-on donner ensuite au baccalauréat, aux résultats du bac tels qu'ils vont être donnés demain? Et ça, ce n'est pas le résultat de l'engagement des professeurs, c'est le résultat des consignes ministérielles. Votre objectif, c'est de bloquer le bac, donc. Notre objectif est de porter un message très clair. Les réformes, et notamment la réforme du bac, telle qu'elle est menée par Jean-Michel Blanquer, va à l'encontre de l'intérêt des élèves, de l'intérêt des personnels, mais on pourrait vous démontrer par un certain nombre de faits que des élèves sont lésés dans la réforme du lycée, notamment parce qu'ils n'ont pas accès à certaines spécialités, tout simplement parce qu'ils ont la malchance d'être dans un lycée qui n'offre pas cette spécialité. On a des cas dans toute la France. Il y a une forme d'assignation à résidence dans cette réforme qui est particulièrement dramatique pour certains élèves. Donc ce qui s'est passé aujourd'hui, tout au long de la journée, c'est des pressions sur les collègues, des changements de notes. Comment est-ce que vous pouvez cautionner que dans l'Académie de Toulouse, par exemple, on a demandé à une secrétaire de mettre 10 en sciences économiques et sociales à tous les élèves qui n'avaient pas de notes? Qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Je voudrais l'avis peut-être du parent d'élève, Pascal Salin. Ça vous rassure, vous, d'entendre dire qu'il va y avoir des notes en contrôle continu, qu'on va faire le choix de la meilleure note? Qu'est-ce que vous avez pensé de cette parade? Aujourd'hui, nous, au niveau des parents, on fait confiance dans le contrôle continu. Et aujourd'hui, il faut bien voir que Parcoursup, ce n'est que du contrôle continu, que les élèves, à part les notes de français et les notes de TPE, ce n'est que du contrôle continu. Et les élèves ont leur établissement d'enseignement supérieur, leur DUT, leur BTS, leur classe préparatoire, uniquement sur du contrôle continu. Donc, on ne peut pas dire que ce contrôle continu n'a aucune valeur. Et pour nous, on le répète, le plus important, c'est que les élèves, demain matin, quand ils vont venir à la grille, quand ils vont regarder les listes, qu'ils sachent s'ils sont pris ou pas pris. Voilà, c'est important que les élèves qui sont en repêchage sachent s'ils peuvent se préparer. Pour nous, le contrôle continu, il a une valeur. Et là-dessus, on fait confiance aux enseignants tout au long de l'année. Les élèves passent d'une année sur l'autre en classe, de seconde en première, sur du contrôle continu. Donc pourquoi pas là aussi? Pourquoi pas là aussi? Naturellement, ce n'est pas la meilleure des solutions, mais on n'a pas d'autre solution afin que les élèves aient leurs résultats et puissent aborder tranquillement l'après-bac. Alors, il y a la parade trouvée en urgence face à la grève des notes, et puis il y a les sanctions. Vous en avez un petit peu parlé, justement, je voudrais qu'on y vienne. Jean-Michel Blanquer les veut fortes, ces sanctions. Voilà ce qu'il dit. J'ai bien dit aux quelques professeurs qui ont décidé ce jeu-là, qui est tout le contraire du service public, que les sanctions financières seraient très importantes, puisque toute personne qui ne rend pas les copies à temps est considérée comme gréviste. Depuis le jour, on lui a donné les copies. Donc, ça peut aller jusqu'à 15 jours de retrait de salaire. Ce n'est pas encore suffisant. C'est ce que nous a dit Bruno Retailleau ce matin, le patron des sénateurs LR. Je voudrais qu'on l'écoute. Moi, ce que j'attends, c'est que s'il y a vraiment rétention, eh bien, il y ait des sanctions. C'est absolument inacceptable. J'ai entendu M. Blanquer, il parlait comme un recteur. J'attends qu'il parle comme un ministre, avec l'autorité d'un ministre sur sa propre administration. On ne peut pas, en France, quel que soit par ailleurs les revendications légitimes ou pas des enseignants, accepter ce genre de choses. Parce que c'est inacceptable. C'est inadmissible. Martin Lévrier.
Que vous dire Non, mais je suis tellement effondré de ce qui se passe. J'ai envie de dire, j'ai pas envie de parler de sanctions. J'ai pas envie de parler de. J'ai envie de simplement de dire aux quelques enseignants qui restent aujourd'hui, réveillez-vous, pensez aux élèves. Le service public, c'est quoi? C'est le service au public. Et là, le public dont on parle, ce sont les jeunes que vous avez formés, que nous avons formés, que nous formons. On les invite à passer un diplôme national en fin d'année. Quelques 700 personnes vont bloquer pour certains ce qui a été fait toute l'année. Et ce diplôme national, monsieur, votre réforme prévoit de le faire disparaître. Ça, c'est la réforme pour l'année prochaine. Et vous parlez des élèves. Vous parlez des élèves. Vous parlez de l'intérêt des élèves. Mais il faut dire quelque chose de très important. Vous êtes dans une entreprise aujourd'hui généralisée de falsification des résultats du baccalauréat. Puisque vous allez substituer aux notes passées lors de l'examen. Vous me coupez la parole pour utiliser des mots comme ça. Contre-réforme, falsification. Mais oui, il faut dire les choses comme elles sont. Prenons le cas d'un élève qui, durant l'année, a eu des résultats mauvais et qui aurait très bien réussi une épreuve au baccalauréat. Il n'y aura pas de problème. Eh bien, si sa copie n'est pas aujourd'hui corrigée, on lui mettra la note du contrôle continu, donc une mauvaise note. Peut-être que cet élève, on l'enverra donc au rattrapage. Non, vous parliez du respect. Mais dans combien de temps? Il y a un mouvement. Oui, on va. Non, mais c'est très important. Il y a un mouvement de grève aujourd'hui. Et on parle du respect des élèves. Mais c'est M. Blanquer, dans son entêtement et dans la façon dont il a décidé tout seul, au dernier moment, de changer les conditions d'évaluation d'un examen national, qui les place aujourd'hui, certains d'entre eux. Alors, on laisse finir Martin Lévrier. Monsieur, les conditions de changement du baccalauréat, c'est pour l'année prochaine. Cette année, ça n'a pas été changé. Quel est le fondement juridique? Je trouve que c'est assez fort de café que des gens qui soutiennent une grève d'une extrême minorité m'expliquent quel est le bon système juridique. Excusez-moi. La grève est constitutionnelle, monsieur. Moi, certes, elle a été déclarée il y a 15 jours au moment de prendre les copies du bac. Non. Elle est déclarée au dernier moment en disant je garde les copies. C'est pas très logique. C'est pas très logique. C'est votre appréciation. Je vous dis que c'est pas très logique. Moi, je ne pense qu'à une chose. Ce sont les jeunes. Moi, j'ai été élu pour servir le peuple. Je n'ai pas été élu pour servir comme ça et prendre des décisions au nom de 1%, même pas 1%, de bloquer un système national. Je n'ai pas été élu pour ça. Et à partir du moment où une si petite minorité qui, pendant un an, a essayé, effectivement, vous avez fait des manifestations, il n'y avait quasiment personne à chaque fois. Vous étiez une telle minorité, il y a eu énormément de concertation. Et vous savez, en plus, je crois que le ministre a dit hier que la porte était encore ouverte, mais on ne bloque pas des élèves, on ne bloque pas des jeunes qui jouent leur avenir au nom de son propre intérêt. Je suis désolé. Sophie Vénéti. Alors, plusieurs choses. D'abord, vous dites qu'aujourd'hui, on est dans l'action, et on est dans l'action depuis plusieurs semaines parce qu'on défendrait nos propres intérêts. C'est faux. Aujourd'hui, ce qu'on défend, c'est l'ambition d'un service public d'éducation qui permet à tous les élèves de réussir. Ce que ne prévoit pas la réforme du bac et la réforme du lycée, notamment parce qu'elle va créer des inégalités territoriale, parce qu'elle va amplifier les inégalités existantes. Le SNES-FSU a mené une enquête sur la mise en place de la réforme du lycée. On a montré qu'elle aggravait les inégalités de genre, qu'elle aggravait les inégalités sociales et les inégalités territoriales. Je vous ai laissé terminer, vous allez me laisser terminer, merci. Ensuite, vous évoquez le nombre de professeurs qui sont aujourd'hui mobilisés, en vous appuyant très certainement sur les chiffres de Jean-Michel Blanquer. Ce soir, 700 correcteurs en grève sur 175 000, je voudrais juste rappeler qu'on a pu constater cette année que Jean-Michel Blanquer avait quand même du mal à calculer le nombre de grévistes quand on a vu certaines déclarations pour le moins surprenantes, comme quand par exemple il s'est amusé à nous annoncer le nombre de grévistes le 17 juin, 10 minutes avant le début des épreuves, donc 10 minutes avant le début de la grève. Donc permettez-nous quand même d'opposer à ces chiffres ce qu'on a vu aujourd'hui sur le terrain. C'est-à-dire, nous, qu'est-ce qu'on a vu sur le terrain aujourd'hui? Des jurys dans l'Académie de Versailles, quasiment dans tous les jurys, il s'est passé quelque chose, des modifications de notes. La souveraineté du jury a été remise en cause. La souveraineté du jury, c'est un article du Code de l'éducation. C'est une disposition réglementaire. Donc, de la même façon que Jean-Michel Blanquer, de manière complètement erronée, menace les collègues de sanctions, ce qui est d'ailleurs assez surprenant pour quelqu'un qui a le plus haut niveau de diplôme en droit. Là aussi, nous, on s'interroge quand même sur sa capacité à mener une argumentation juridique, mais on est là dans une impasse en raison du comportement de Jean-Michel Blanquer. Et c'est vrai, la situation est aujourd'hui complètement anormale. Inédite en tout cas. Complètement inédite. Est-ce que vous diriez, Martin Lévrier, certains commencent à dire que Jean-Michel Blanquer a perdu la main sur son administration, qu'il ne contrôle plus rien. Vous vous rendez compte, on est en train de dire qu'il pourrait perdre la main parce que 1% des personnes ne sont pas contentes. Oui, mais elle est en train de contester le chiffre que vous donnez. Alors mettons à 1,5%. Si tous les jurys ont été perturbés, ça pose question. Qui perturbe les jurys? S'il y a une copie qui manque dans chaque jury, effectivement, on va arriver aussi à 1 ou 2%. C'est globalement ce qui s'est passé. Non, dans quelques académies. 90% des
candidats qui n'ont pas toutes leurs notes. On a eu des jurys où plus de la moitié des élèves ne pouvaient pas avoir le résultat aujourd'hui. On a eu mais le pourcentage, excusez-moi, 200 je ne peux pas élèves par jury. imaginer que ces chiffres-là soient faux, excusez-moi. Ou alors tout est faux, et puis dans ce cas-là, quand on voit est comment toujours Jean-Michel Blanquer entre fait ses 1 calculs, et 2% de grévistes, non mais toujours entre 1 et 2% de gens qui bloquent la situation. On ne peut pas dire que quand un système est gêné par 1%, il a perdu la main, ou alors on a perdu la main du matin au soir tous, ça n'a pas de sens. Enfin, donc c'est 1% qui bloque et qui explique qu'il a la vérité. Et que cette vérité doit être appliquée à tous. Je suis désolé, vous ne prenez madame. pas la mesure de la colère qui s'est exprimée aujourd'hui. Non, je ne vous ai pas. Je me suis arrêté, vous me Eh l'accorderez, ben, et je viens moi aussi de l'enseignement, on en a parlé tout à l'heure. J'ai travaillé pendant 30 ans dans un gros lycée, donc je sais un tout petit peu de quoi je parle, et je peux vous dire que vous ne pouvez pas me faire dire ça. Je suis désolé. Moi, ce que je vais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé, Jean-Michel Blanquer a quand même réussi un tour de force ce matin, c'est de réunir les grévistes et les non-grévistes. Parce que ces déclarations d'hier soir ont quand même jeté de l'huile sur le feu. Et ce qui s'est passé ce matin... Quand il a parlé des sanctions ? Quand il a parlé des sanctions et surtout quand il a annoncé le bricolage pour demain. Ce matin, qu'est-ce qui s'est passé dans les jurys ? Les collègues se sont retrouvés. Certains grévistes sont arrivés avec leurs copies, des collègues non grévistes étaient là, et ils ont appris qu'ils allaient devoir bricoler quelque chose, changer des notes, les modifier, etc. Et bien même des collègues, mais bien sûr que si, c'est ce qui s'est passé. Je veux dire, on était dans les jurys, nous, aujourd'hui. Mais alors que fallait-il faire ? Ne pas donner de notes aux enfants demain et pas de résultats ? Ce qu'il fallait faire, vous avez dit tout Tant à l'heure... pour les élèves ou pas ? Oui, certainement pas. Ce que je vais dire, c'est que vous avez dit tout à l'heure que personne n'était au courant de cette grève. Vous ne pouvez pas dire que personne n'était au courant de la mobilisation des personnels. Vous avez dit que la grève des surveillances et la grève sur les copies, c'était quelque chose qui était arrivé comme ça. Ce n'est pas arrivé comme ça. Le préavis de grève pour le 17 juin, on l'a déposé dans les temps. On a annoncé ensuite il y a eu des suites. Les assemblées générales ont pris des décisions. Ces choses-là, elles ne viennent pas de nulle part. Pourquoi Jean-Michel Blanquer n'a pas répondu? Pourquoi est-ce qu'il s'est entêté? Pourquoi est-ce qu'il a joué le jeu de la provocation? Pourquoi est-ce que la veille de la remise des copies, il dit « Ah ben, je vais vous sanctionner encore plus fort et je vais bricoler quelque chose au mépris du travail des collègues ». Et c'est la dernière chose sur laquelle je voudrais revenir. Ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est que les collègues grévistes et non grévistes sont extrêmement en colère ce soir parce que c'est leur travail qui a été remis en cause, c'est leur travail qui a été attaqué, c'est leur évaluation et tout ce qu'ils ont fait sur ces copies, parce que les copies, elles ont été corrigées. Martin Lévrier et ensuite Hubert Salin. Alors, deux mots pour ce qui s'est passé dans les jurys. Je crains que vous fassiez un amalgame sur ces discussions et les harmonisations qu'il y a systématiquement dans les jurys et qui font changer les notes. Et c'est tous les ans la même chose. Il y a une logique d'harmonisation par jury. Là, on parle alors dans ces cas-là, ça touche pas. Alors ça touche. Il n'y a pas eu de modification de notes dans ces cas-là. Il n'y a pas eu des inventions, il y a eu des moyennes calculées. Il y a eu des inventions de notes. Parfois, quand il n'y en avait pas. Je ne le crois pas. Après, vous me parlez des enseignants et moi, je voulais rajouter quelque chose qui me paraît important, c'est qu'en faisant ça, vous prenez aussi, excusez-moi, le mot otage n'est peut-être pas le bon, mais vous prenez les autres profs, tous ceux qui ont corrigé leurs copies, qui les ont rendues et qui l'ont fait comme ils le font d'habitude avec toute la bonne volonté, aussi en otage, en donnant une image déplorable de ce qu'est l'enseignement, alors que moi j'ai une profonde conscience de l'enseignement. Et quand je vois ce qu'on entend aujourd'hui sur les enseignants, une nouvelle fois, c'est leur jeter l'opprobre dessus parce qu'une infime minorité que vous représentez vient de déclencher un mouvement où la plupart de la population, en particulier des parents d'élèves qui ont des enfants qui sont juste un petit peu inquiets, mais ça n'a pas l'air de vous émouvoir beaucoup. J'ai des élèves en terminale, je sais très bien. Mais vous n'avez pas d'enfant visiblement en terminale. Je pense que vous ne diriez pas ça si votre enfant était concerné. On va laisser réagir peut-être Hubert Salin. Si vous en êtes aux attaques personnelles, c'est quand même dommage. Moi j'ai une fille en terminale, je peux le dire sans que ce soit une attaque personnelle. Voilà. Donc demain matin je vais aller à la grille, ma fille doit s'inscrire la semaine prochaine. Est-ce qu'elle aura son bac? Est-ce qu'elle sera marquée sur la liste? Oui ou non? Qu'est-ce que je lui dis? Qu'est-ce que je lui dis? Que c'est un combat qui concerne la réforme du lycée et quitte le lycée. Pourquoi faire peser sur les élèves qui quittent le lycée, qui rentrent dans le supérieur, quelque chose qui va concerner les élèves du lycée? Concernant la réforme, puisque la PEP a soutenu la réforme, aujourd'hui on dit effectivement les élèves auraient pu avoir plus le jour du bac qu'ils ont eu sur d'autres épreuves. Il y aura quand même à trois moments, il y aura des épreuves au niveau du contrôle continu. Le contrôle continu qui s'applique cours par cours, il concernera 10%. Les élèves aujourd'hui, je l'ai vu dans les conseils de classe, je l'ai vu dans les conseils d'administration au niveau lycée, les élèves ils ont réfléchi au premier trimestre, ils ont été informés. Deuxième trimestre, ils ont préparé les spécialités. C'est absolument pas comme ça. Au troisième trimestre, les élèves ont choisi les spécialités. Dans mon lycée, la moitié des élèves a pris des
des triplettes qui n'existaient pas avant, qui n'étaient pas possibles. Par exemple, ils ont pris des mathématiques, ils ont pris de l'art plastique, ce qui n'était pas possible avant, ils ont pris de l'enseignement numérique, parce qu'ils veulent être architectes ou rentrer dans une école de numérique. Ils ont choisi les spécialités. Il faut aller leur dire aujourd'hui que c'est fini. Les arts plastiques, vous abandonnez. C'était une option. Maintenant, vous allez revenir à l'ancien système, vous allez faire un bac S, maths, physique, SVT. Les élèves, ils ont choisi. Et je vois dans les établissements, avant-hier, j'étais à un conseil d'administration, les enseignants, ils ne sont pas tous enthousiasmés par la réforme, ce que je peux comprendre, parce que tout le monde a une peur de l'inconnu, c'est normal, il va falloir repréparer les cours, les nouveaux livres arrivent, c'est pas simple, il y a effectivement des questions de moyens dont on ne connaît pas, on ne sait pas ce qui se passera en terminale, c'est pas simple, et on y travaille au quotidien, on interroge au ministère et dans l'établissement. Voilà. Mais on ne peut pas aller dire aux élèves, on va revenir en arrière, on va revenir à l'ancien système, les élèves ils ont choisi, les familles ont choisi, ont accepté, on le voit. Et il faut le contrat de confiance, il est entre le ministre et les parents, mais il est aussi entre les enseignants et les parents et les élèves. Alors, comment en est-on arrivé là? Je vais vous redonner la parole dans un instant. Cette grève du bac était-elle l'ultime recours, comme vous le disiez, des profs pour être entendus? C'est l'avis de Patrick Kanner, qui lui est le patron des sénateurs socialistes. Il s'est exprimé là aussi sur Public Sénat ce matin. Il y a un malaise tellement énorme dans l'éducation nationale qu'aujourd'hui, les professeurs n'ont plus que cela pour pouvoir exister et dire « mais nous voulons un peu être écoutés ». Alors, je mesure totalement le stress, encore une fois, des familles, des étudiants, des élèves, des lycéens. C'est une situation anormale. Mais la vraie question, c'est pourquoi on est arrivé là? Et aujourd'hui, je pense que M. Blanquer devrait ouvrir les portes et les fenêtres pour comprendre qu'il y a une formidable demande de services publics, mais de bons services publics de la part des enseignants. Une formidable demande de bons services publics. Martin Lévrier, j'ai envie de vous faire réagir là aussi. Mais je suis d'accord avec ces mots-là. Mais le formidable service public, c'est celui qui rend service au public et donc qui n'utilise pas le public à des fins personnelles. Mais rendre service au public, c'est une réforme qui est en cours, qui est bien partie. Enfin, moi, j'ai fait le tour de... Le rôle d'un parlementaire, ça n'est pas de rester dans l'hémicycle, c'est de faire le tour. Alors, certes, je suis aux affaires sociales et pas à la commission de l'éducation, mais je viens du monde de l'éducation, donc je passe mon temps à aller voir des lycées, à aller rencontrer des gens. Et je suis désolé, moi, j'entends des retours, la plupart du temps, très positif de cette réforme. Donc vous avez le droit, moi ça ne me gêne pas que vous ne soyez pas d'accord, mais bien évidemment. Mais j'ai cru que vous contestiez le droit de grève, monsieur. Non, je conteste le fait. Laissez-moi finir, ça fait 2 fois que vous me coupez la parole, cher monsieur. Mais vous parlez depuis tout à l'heure, monsieur. Et j'aimerais moi aussi ce n'est pas moi qui mets mettre des horloges. Vous remettez ça sur le dos, c'est pas sympa. Un propos différent. Mais vous en êtes pris parce que vous considérez que c'est un mouvement minoritaire et au fait que des fonctionnaires utilisent leur droit de grève. C'est un droit constitutionnel. Vous pouvez être en désaccord avec eux, mais respectez au moins cette liberté. Je respecte vous faites mal au principe républicain. Votre majorité fait mal au principe républicain et le ministre fait mal au principe républicain quand il demande à son administration, à des secrétaires, à des chefs d'établissement de falsifier les résultats du baccalauréat. Quand il demande à des chefs d'établissement d'inventer, monsieur, c'est ce qui s'est passé toute la journée dans des centaines de jurys. Des notes, les témoignages sont extrêmement nombreux de la part, y compris d'enseignants qui n'étaient pas en grève, mais qui ont quitté des jurys parce qu'on leur demandait de faire l'inverse de ce qu'ils font tous les jours, c'est-à-dire évaluer objectivement, sincèrement des élèves. Alors, vous savez, dans la loi Blanquer... Vous le dites depuis le début de l'émission, je voudrais qu'on aille au bout. Ça veut dire que si cette méthode n'avait pas été employée, si on ne leur avait pas dit, mettez un 10 à tout le monde, essayez de vous arranger, que se serait-il passé? Qu'est-ce que vous attendez? C'est-à-dire que les notes ne sont... Les résultats auraient été décalés d'une journée, de 2 journées. Donc vous étiez pour que tous les lycéens de France aient leurs résultats décalés de combien de temps? C'est vraiment ça que vous avez Il faut revenir sur ce que disait notamment monsieur, sur qu'est-ce qu'on dirait aux élèves demain matin qui, vous me dites, votre fille, elle va être devant les grilles, elle l'a pas, etc. Moi, j'ai envie de vous dire, si votre fille, elle a son baccalauréat, mais qu'elle a son baccalauréat, sans savoir si la note qu'il y a sur son relevé de notes, c'est la note qui permet d'évaluer ce qu'elle a fait il y a 15 jours dans les conditions du baccalauréat, ou si c'est ce qu'elle a fait toute l'année, ça pose quand même problème quant à savoir ce qu'est réellement le bac. C'est-à-dire que demain, on va avoir des élèves qui vont savoir qu'ils sont admis, mais qui ne vont pas savoir s'ils ont été évalués sur les épreuves telles qu'ils les ont passées ou pas. Parce qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé dans les centres d'examen, c'est que des collègues sont arrivés, par exemple, ils sont arrivés ce matin à 9h, ils ont vu s'afficher toutes les notes, alors même que tous les membres du jury n'avaient pas rendu leur copie. Pourquoi? Parce que les chefs d'établissement, dans la nuit, avaient rentré les notes du contrôle continu. Et ils n'étaient pas en mesure de distinguer ce qui relevait
des examens, des épreuves terminales, de ce qui relevait du contrôle continu. C'est-à-dire que ce bac, j'ai envie de dire, presque ne vaut rien cette année. Qu'est-ce qu'on va... Mais sur ordre de M. Blanquer. Et c'est Jean-Michel Blanquer qui a donné ces consignes-là. C'est-à-dire que quand des chefs de centre nous répondent la priorité absolue, ce sont les résultats demain à 10h, parce qu'il a aussi un calendrier à respecter. Il est avec ou sans prof, avec ou sans note d'examen, c'est extrêmement grave. Quant à ce que représente le baccalauréat, on nous reproche... Vous auriez préféré un calendrier non respecté. Je vais terminer. On nous reproche de remettre en cause le baccalauréat. C'est Jean-Michel Blanquer qui le remet en cause avec des consignes qui sont complètement farfelues et qui méprisent le travail des personnels. On n'en serait pas dans cette situation s'il avait ouvert les discussions, s'il avait ouvert sa porte. Ça fait des semaines, des mois qu'on le demande. Rapidement, Martin Lévrier. Non, juste un point, vous ne pouvez pas dire que le bac n'a pas de valeur. 99% des élèves auront la note qui a été... C'est faux. Il y a 27% des élèves qui sont concernés par un manque de notes. Il reste 30 000 copies. Non, 30 000 copies. Moi, je prends les chiffres qu'on a eu ensemble. Moi, j'écoute les journalistes, 30 000 copies. Je n'ai pas écouté ce qu'a dit... C'est Jean-Michel Blanquer. Donc, 30 000 copies. Vous écoutez Jean-Michel Blanquer, ça c'est sûr. C'est certain. Mais autre chose, j'ai un profond respect du ministre. Maintenant, je vais finir. 30 000 copies. Donc, 1% à peu près des jeunes auront une note peut-être, entre guillemets, aléatoire, mais calculée sur leur année et qui sera révisée une fois que la copie, non pas corrigée, puisqu'elle est corrigée, que la note sera rendue. Pourquoi faudrait-il réviser des résultats si ceux-là sont bons, monsieur ? Ça ne remet pas en cause le baccalauréat de 99% des jeunes. Donc on parle d'1%, et c'est ça qui me rend malade. C'est qu'au nom de 1%, vous essayez de rendre tout un système obsolète, et c'est pas brillant. Il nous reste une trentaine de secondes si vous voulez répondre, Paul. Non, monsieur travestit la vérité. C'est 27% des élèves à qui il manque aujourd'hui une note en raison de l'ampleur de ce mouvement. Et d'ailleurs, cette mobilisation, elle grandit. Il y a 2 jours, à Paris, se tenait l'Assemblée générale des personnels mobilisés en Ile-de-France. Il y avait 400 personnes. Tout à l'heure, j'en sors, ils étaient 600. Une détermination donc qui est forte. Il y a de très nombreuses académies qui sont touchées, pas seulement les académies franciliennes. Donc vous propagez les fake news, vous avez une attitude qui est, je crois, anti-républicaine en voulant falsifier les résultats d'un examen national, et vous prenez, je crois, une très grave, très lourde responsabilité du point de vue d'un bac qui est rejeté et que vous imposez à toute force. Je crois que pour les fake news, vous êtes quand même assez champion du monde. Et c'est la fin de ce grand débat. On s'arrêtera sur ces mots. Merci à tous les 4 d'y avoir participé. Fin de cette émission. On se retrouve lundi en direct à 18h. Sachez que l'invité de Territoire d'Info demain, c'est David Cormand, eurodéputé Europe Écologie Les Verts. Très bonne soirée, restez au cœur du débat.